les impôts en commune. Voilà. Parce qu'on a j'ai rencontré que ça dépendait des communautés communes. On a une communauté commune qu'on appelle fiscalité professionnelle unique. C'est-à-dire qu'une fiscalité professionnelle relève de la communauté commune. En fait, quand on s'intéresse aux promesses électorales et aux programmes, on voit beaucoup de fiscalité. En réalité, c'est des promesses assez faciles, puisque c'est un outil que les responsables politiques peuvent utiliser à la baisse, à la hausse, en créer un, en enlever un, enlever une tranche pour tel type de personnes, pour les vieux, par exemple les retraites, des choses comme ça, ce qui est assez facile pour envoyer un signal très précis à une catégorie de la population. Donc c'est comme ça que j'ai pu voir la fiscalité. Ça m'intéresse par ailleurs, parce c'est central dans ce qui est la politique. En gros, c'est comment l'État collecte des ressources, comment il les redistribue. C'est tout ça qui fait ce qu'on appelle la fiscalité. D'ailleurs, en anglais, quand on dit fiscal, il n'y a aucune différence entre budgétaire et impôt. Quand on parle de fiscal policy, politique fiscale, en fait, c'est à la fois ce que l'État prend et ce qu'il dépense. Et c'est d'ailleurs l'idée générale qu'il faut garder en tête, je pense, toute la soirée. On ne peut pas parler d'impôt juste dans ce que l'État nous fonctionne. Il faut penser que c'est dans un cadre d'équilibre budgétaire où il y a des recettes et des dépenses. Le point de départ de cette présentation, c'est celle du déclin du consentement à l'impôt. Ça, c'est un déclin qui est assez clair, qu'on voit dans la plupart des démocraties occidentales et non occidentales. On a parlé du cas du Liban, on le voit aussi au Chili. Pareil, la révolte qui se passe en ce moment au Chili est quand même beaucoup basée sur des questions fiscales. L'Europe de l'Ouest a été marquée à plusieurs reprises dans les 10 dernières années par de grandes révoltes, anti-politique d'austérité, anti-politique fiscale. C'est toujours difficile de faire la différence entre ce qui relève de la dépense et ce qui relève de l'impôt. La dernière en date étant évidemment la France en 2018, sur, je le rappelle, le cas des taxes carburant. Donc, parmi les très nombreux impôts qu'on a en France, il y a des impôts associés au carburant et qui ont suscité une levée de bouclier, comme précédemment, on voit là en 2013, c'était la révolte contre l'écotaxe, vous vous souvenez des bonnets rouges, pour faire payer les camions sur les autoroutes. Et c'est assez symbolique d'ailleurs le fait que ça parte de taxes qui cherchent à renchérir le prix de la pollution, hein, c'est ça, l'écotaxe comme le prix de l'essence, c'est renchérir le prix de la pollution, mais ce sont des taxes qui, comme elles sont payées de manière un peu quotidienne et ont un aspect financier direct, même pas forcément très important hein, d'un point de vue de ce que ça pèse dans la fiscalité générale d'un ménage, le prix de l'essence ou même l'augmentation de l'impôt, mais c'est symbolique et très important. Donc juste partant de là, c'est clair qu'il y a une augmentation un déclin du consentement fiscal, et d'ailleurs on le voit dans pas mal d'enquêtes, et on se rend compte aussi que cette hausse du mécontentement, elle ne touche pas toutes les catégories de la population de la même manière. C'est-à-dire que les personnes les plus pauvres, les catégories populaires, ont encore plus l'impression que le système fiscal est injuste, évidemment, que les classes supérieures. Ça, c'est assez intéressant à garder toujours en tête, parce que l'impôt est justement cette manière de faire lien entre les différentes catégories de la population et assurer des formes de redistribution. Alors, ça peut partir déjà d'un point de vue de base qui est effectivement en France, on paye beaucoup d'impôts. C'est ce qui a été dit tout à l'heure, on a une pression fiscale qui a à peu près jamais été aussi élevée, on le voit dans ce graphique ici, de l'ordre de 45% du produit intérieur brut qui est fiscalisé. Enfin, en gros, ça correspond à 46% du produit intérieur brut. On voit qu'on est un des principaux pays. Enfin, on est même le premier pays, champion, d'une certaine manière, en termes de taux de fiscalité. Alors, ayant dit ça, on peut tout de suite avoir une image assez dramatique en disant, bah, évidemment, les Français sont complètement surtaxés, etc. Ce qu'il faut bien garder en mémoire, c'est que le montant de l'impôt est dépendant de ce qu'on décide de collectiviser. Je vais le dire de manière très simple. Si vous avez un hôpital public, forcément, il va falloir des impôts pour financer cet hôpital public. Si vous décidez que votre système de santé est privé, ce ne sera pas fiscalisé. Ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de dépenses de la part des consommateurs pour aller à l'hôpital et acheter et payer du coup le service dont ils ont besoin. Pareil pour l'école, si vous avez toute une école qui est en mode système privé, vous aurez un taux de fiscalité relativement bas. Et en fait, la France est un pays où justement beaucoup de choses sont collectivisées. Si vous allez en Suisse par exemple, vous n'avez pas d'assurance sociale, la sécurité sociale n'est pas publique. Donc évidemment, le taux d'imposition est beaucoup plus faible. Ce qui ne veut pas du tout dire que les Suisses ne payent pas pour leur protection sociale, bien au contraire. D'ailleurs, les premiums, ce qu'ils payent en politique d'assurance de santé est très élevé chaque mois. Et c'est contraint, et ils ont tout aussi l'impression de se faire saigner, sauf qu'ils ne payent pas à l'impôt, ils payent à une assurance privée. Enfin, ils ne payent pas à l'État, ils payent à une assurance privée. Et d'ailleurs,
ce dont on se rend compte, et là aussi c'est très intéressant, donc vous vous souvenez de cette courbe d'augmentation relativement linéaire, assez stable du montant de l'impôt depuis le début du siècle, enfin les années 60 en l'occurrence, mais pardon ? Excusez-moi. Oui. Je demandais si on pouvait éteindre. Éteindre, mais ouais, sans doute. Merci. Je n'avais pas la volonté de déranger. Non, pas de problème. Et donc ce qu'on constate, là ça fait cinéma, ce qu'on constate c'est que c'est essentiellement, en fait, vous regardez, les dépenses de l'État en part de fiscalité ont baissé, la collectivité locale c'est resté relativement stable, c'est la courbe blanche, et par contre c'est la protection sociale qui a augmenté dans la part de fiscalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a vieillissement, amélioration du système de santé, etc. Augmentation du chômage, évidemment, aussi, qui fait qu'on est à un niveau élevé, vieillissement de la population, donc beaucoup de retraites. Et donc c'est vraiment cette protection sociale, en gros ces droits gagnés par les cotisations, etc., qui augmentent et qui participent vraiment, pour l'essentiel, à l'augmentation de la fiscalité en général. Alors, deuxième point, point important aussi, c'est pourquoi faire on paye des impôts ? Et en fait, les impôts servent à financer des biens et des services qui sont collectifs. Donc là, c'est quand on regarde côté budget, ça sert à payer la justice, la police, la défense, qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Ça sert à payer des infrastructures, des routes, un gymnase, une piscine, etc. Des services rendus à la population, l'enseignement, qu'on peut considérer comme un service. D'ailleurs, il y a toute des tentatives de privatisation de ces services-là, des négociations commerciales, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est encore pas tout à fait privatisé. Donc enseignement, transport, collecte des ordures, et puis c'est aussi la protection face aux aléas. Et c'est toute la dimension de protection sociale. Ça des conquêtes successives pour dire on va accorder des droits de protection, et en échange, évidemment, on paye cotisation, comme on paierait une assurance si on était dans un système privé. D'accord ? Donc une multiplicité de biens et des services qui explique, en fait, de biens et services communs, et c'est vraiment cette idée de mettre en commun des biens et des services, et qui explique une multiplicité d'impôts. Donc ici, vous avez le graphique qui représente la part des différents impôts. Vous aurez du mal à lire, hélas. Ça, c'est les cotisations sociales qui regroupent le gros, en fait, de ce que constitue la fiscalité en France. Ici, vous avez la TVA. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée, donc c'est les 20% que vous payez sur chaque produit. Un impôt qui est particulièrement injuste, en fait, parce qu'il est tout à fait proportionnel aux dépenses. Donc les pauvres, la part de TVA payée par les classes populaires est beaucoup plus élevée que la part de TVA payée par les personnes les plus riches. Ici, c'est la CSG, cotisation sociale généralisée. C'est un peu, je suis désolé, c'est un peu compliqué, mais au moins ça vous permet de voir un peu les choses clairement. La CSG, elle est payée sur toutes vos fiches de paye, et elle sert aussi au financement de la sécurité sociale, mais pas que. Elle est proportionnelle également. C'est-à-dire que vous payez le même pourcentage, quel que soit votre revenu. D'accord ? Grande différence avec du coup l'impôt sur le revenu, que lui vous payez chaque année. Vous connaissez, là maintenant il y a le prélèvement à la source. L'impôt sur le revenu, lui, il est progressif. Et c'est vraiment important, c'est la part que vous payez est plus élevée à mesure que votre revenu augmente. D'accord ? Si vous gagnez le SMIC, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu. Si vous gagnez 2400 €, vous devez payer, je ne sais pas quel est le barème, mais ça doit être de l'ordre de 6%, 7% des revenus. Ça dépend aussi évidemment du quotient familial, du nombre d'enfants que vous avez. Donc lui, c'est l'impôt qui favorise un peu la justice. Et puis après, vous avez toute une série de taxes, dont la taxe d'habitation, qu'on voit ici en vert, etc., plus ponctuelle, et un méandre gigantesque de autres, divers. Et là, vous avez quand même et c'est vrai que la France, de ce point de vue-là, est connue pour la complexité et la multiplicité des différents impôts pris côte à côte. D'accord ? Qui explique aussi une partie de ce sentiment de ras-le-bol fiscal, puisqu'en réalité, oui, effectivement, on peut avoir l'impression de ne cesser de payer des impôts. Juste un point, et je vais aller assez vite, sur quels sont les objectifs, les 3 objectifs principaux en fait, de la fiscalité. Gardez bien ça en tête aussi. Bon, la première, évidemment, c'est financer la dépense publique. Ça, c'est indéniable, il faut des ressources pour financer la dépense publique. Mais les impôts, c'est pas la seule manière de financer la dépense publique. Par exemple, quand vous payez votre entrée à la piscine, vous financez aussi la dépense publique d'une certaine manière. Vous payez une partie du service. Une petite partie, hein. C'est pareil pour un ticket de métro, ce n'est qu'une petite partie, ou un ticket de, pas de ticket de bus à Figeac, mais un billet de train SNCF, vous ne payez qu'une petite partie du coût réel de ce service. Deuxième point important aussi, comment les impôts peuvent influencer le comportement des consommateurs. Deuxième grand objectif de politique publique, avec des effets dissuasifs sur l'alcool, le tabac, sur l'essence, j'en ai parlé tout à l'heure, et puis des effets incitatifs. Le bonus-malus, par exemple, est une manière d'inciter
D'accord. Là, on parle en ce moment de la taxe des ordures ménagères, vous allez sans doute en parler, qui soit à Grenoble, c'est le cas l'année prochaine. En gros, vous payez votre poubelle tout venant en fonction de la masse et divisé par le nombre d'habitants de vos poubelles, qui est une incitation à mieux trier, à peut-être acheter moins de produits qui se jettent facilement, etc. Voilà ce côté incitatif. Et puis, troisième point, et c'est très important, c'est la redistribution des richesses. Et ça, il ne faut pas non plus tirer un tableau beaucoup trop noir sur la fiscalité française. Sans l'impôt, je vous assure que les sociétés qui sont déjà bien inégales, on est d'accord que les Gilets jaunes se battaient quand même en partie contre les inégalités, sans l'impôt, la société française serait extrêmement plus inégale. En l'occurrence, la différence entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, elle est 22. Enfin, un très riche gagne 22 fois qu'un plus pauvre avant impôt. À la fin, la différence, elle se cale entre 6 d'ordre 6. C'est-à-dire, une fois l'impôt, vous avez quand même réduit les écarts. Il reste que quelqu'un vit 6 fois mieux que quelqu'un d'autre, enfin un décile, en l'occurrence, les 10% les plus pauvres, ce qui peut paraître élevé, mais sans la fiscalité, ce serait 22. Donc bien garder en tête cette volonté du coup de redistribuer les richesses, même si, effectivement, et je m'arrête là, je veux passer un peu vite sur la présentation précédente, le temps est compté. En plus, on a commencé tard, je suis désolé. Si vous voulez, qu'est-ce que serait une société relativement juste d'un point de vue? Comment il serait le graphique? Là, vous avez les 10% les plus pauvres. Quelle part? Là, c'est tout impôt confondu. D'accord? Vous prenez la TVA, la taxe foncière, l'impôt sur le revenu, etc. Quelle est la part d'impôts payés par les 10% les plus pauvres? Un peu 40%. Ceux qui sont un peu plus riches, donc le décile de 10 à 20% de la population, ils payent un peu plus en matière d'impôts. Là, on pourrait se dire c'est un peu plus juste. Ils participent un peu plus, ils gagnent un peu plus, ils participent un peu plus. Vous vous rendez compte que ça augmente jusqu'à stagner assez rapidement. En l'occurrence, jusqu'aux 70% des plus riches. Et puis pour les plus riches, vraiment, là c'est les catégories les plus riches absolues. Ici c'est le centile, le pourcent le plus riche. Ici c'est les 10% les plus riches. Et vous voyez que ça diminue. C'est-à-dire que le taux de fiscalité générale payé par les populations les plus riches dans la société française diminue au bout d'un certain montant. D'accord? Donc un médecin, grosso modo, pour vous expliquer les choses, va se trouver à peu près là. Par contre, parmi les principaux chefs d'entreprise, ou vraiment des cadres de très haut niveau qui travaillent dans la finance et qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça peut paraître fou, par mois, ils sont issus. Et ici, là, vous voyez donc bien que le principe de justice devrait en fait voir une courbe relativement progressive. Je ne dis pas qu'il faudrait qu'elle augmente énormément. Piketty vous dirait qu'à la fin, là, il faudrait qu'il reste quasiment plus rien sur les sous qui sont gagnés en plus, parce que ça n'a plus aucun sens. Quand vous avez déjà gagné 10 millions, qu'est-ce que c'est en gagner 10 autres? Ce genre d'argument de justice primaire, mais en tout cas, vous voyez bien que ce n'est pas la réalité. Et c'est cette espèce d'injustice, d'une certaine manière, qui suscite en partie les révoltes qu'on a pu voir. Et on a mené une enquête auprès des Gilets jaunes sur 4000 répondants qu'on a réussi à contacter grâce au groupe Facebook, et c'était très intéressant parce qu'il y avait une dimension qui était fondamentale, qui était celle du pouvoir d'achat. Celle de j'ai l'impression de ne pas pouvoir finir mes fins de mois, je n'arrive pas à subvenir à des besoins qui pour eux paraissaient essentiels, et à raison sans doute. Et puis le deuxième point qui revenait extrêmement, c'était justement cette injustice fiscale. En gros, pourquoi les plus riches, pourquoi est-ce qu'on peut faire autant d'argent d'une certaine manière dans ce pays sans participer un peu plus à l'effort collectif? Alors eux, ils vous diront qu'ils participent à l'effort collectif, et en réalité c'est faux. Et ce que montre bien notamment Thomas Piketty, c'est que c'est pas vrai historiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les riches payent beaucoup moins que ce qu'ils payaient historiquement. Aux États-Unis, dans les années 70, l'impôt sur le revenu à la fin, pour les plus riches, il était de 95%. C'est-à-dire que tout ce que vous gagnez au-delà d'une certaine somme, l'État vous en prenez 95% et vous en gardez 5%. Forcément, vous vous enrichissiez quand même un peu, mais beaucoup moins que ce que vous pouviez. Donc aux États-Unis, pays qu'on considérait comme un peu le parangon de l'inégalité, ben, en réalité non. C'était historiquement possible de faire des compromis politiques différents. C'est pour ça que la discussion d'aujourd'hui est très intéressante. Donc les causes de ces injustices, elles sont sur le déclin de la part des impôts progressifs. Le fait d'avoir mis la CSG ou la TVA, augmenter la part de la TVA ou de la CSG, ça vient contrebalancer cette justice fiscale. Des pratiques d'évasion et d'optimisation, vous avez sans doute entendu parler d'optimisation fiscale, ce qui est un peu le mot pour dire gentiment évasion fiscale, mais c'est des gens qui cherchent à tricher quand on est la règle.
et puis le déclin de la progressivité des impôts progressifs. Par exemple, aujourd'hui, le taux final, là, ce qu'on appelle marginal pour les plus riches, eh ben, il a diminué par rapport à avant. En France, il était de plus de 50%, il est maintenant de 42%, c'est ce qu'on prend à la fin. Donc, juste pour finir sur consentement et démocratie, parce que c'est important dans le fond, pourquoi est-ce que c'est vraiment une question démocratique centrale? Le ras-le-bol fiscal, c'est le symptôme du mal-être démocratique, puisque c'est à la fois dans le sentiment des citoyens de ne pas être écoutés, ça c'est un des problèmes, et puis dans la capacité collective à mettre en œuvre des politiques. Quand vous n'êtes plus capable de par exemple mettre une taxe carbone, hein, c'était ça, augmenter le prix de l'essence, c'est faire une taxe carbone, ce que tous les spécialistes d'écologie vous disent, il faut faire, il faut renchérir le prix du pétrole et le plus vite possible, c'est urgent, on est complètement incapable de le faire. À cause d'un système où en fait, vu les inégalités et le sentiment d'injustice fiscale généralisée, une augmentation d'impôts qui peut être tout à fait censée en fait augmenter le prix de l'essence en général pour tout le monde est considérée comme absolument insupportable. Alors même que le problème, j'ai essayé de le montrer, de la fiscalité française, il n'est pas du tout dans le prix du pétrole aujourd'hui. Il est dans beaucoup d'autres systèmes de fiscalité qui rendent le système général assez injuste et qui expliquent le graphique que j'ai montré à la fin. Et donc quels sont les deux points centraux? C'est important de comprendre pourquoi on paye un impôt. Et là, de ce point de vue-là, il y aura une simplification. Alors c'est le mot, on parle tout le temps de simplification dans les programmes électoraux, mais en même temps, ça paraît effectivement nécessaire que ce soit plus clair, que le nombre d'impôts soit plus faible, qu'on sache ce qu'on paye. Et puis, important de savoir ce que produisent ces impôts, comment est-ce qu'ils sont dépensés. Alors là, j'ai fait cette perspective un peu générale, nationale, d'une part parce que c'est plus mon domaine d'expertise, et d'autre part parce que je pense qu'on ne peut pas réfléchir à la fiscalité locale sans avoir cette image globale. Maintenant, quand on s'intéresse au niveau local, il faut garder certaines têtes, puis je laisserai la parole à Patricia ensuite. La première, c'est que les collectivités territoriales, elles ne peuvent pas tout en matière de fiscalité. Mais elles peuvent faire des choses. La première, c'est qu'elles peuvent choisir de lever certains impôts ou taxes. Elles peuvent décider, par exemple, pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, si elles décident de l'avoir ou de ne pas l'avoir. Ok, ça c'est un libre. Et elles peuvent en fixer la modalité, comment on le fait. Est-ce qu'on pèse justement et on fait payer en fonction du poids, ou est-ce que c'est pour tout le monde pareil, comme c'est le cas partout en France. Elles peuvent aussi fixer les taux d'imposition sur certains des grands impôts directs. Donc c'est elles, par exemple, qui décident quel est le taux d'imposition associé à la taxe d'habitation, le taux d'imposition associé aux taxes foncières. Pour la contribution économique territoriale, elles ont encore un peu moins de marge de manœuvre. Mais par contre, elles ne peuvent pas créer, modifier, ni supprimer un impôt. Ça, c'est pas dans les capacités des collectivités territoriales, parce qu'on a encore un État centralisé, et que l'exemple de fiscalité qu'on est capable de reproduire, c'est uniquement ce que l'État nous autorise de faire, et c'est vraiment très limité. Et donc l'idée, c'est que les problématiques qu'on a au niveau national, et dont on vient d'avoir cette présentation, eh bien on les retrouve au niveau local. Et donc effectivement la question, c'est pas forcément le niveau de l'imposition, c'est pas forcément que la pression fiscale, c'est pourquoi faire, dans quel objectif, avec quel type de politique, pour financer quel type de réalisation, d'équipement, de services, etc. Et donc une des difficultés pour l'ensemble de la population, on va discuter ensuite, vous nous direz si c'est votre avis aussi, mais une des difficultés, c'est qu'on a un système qui au niveau local aussi est très complexe, et dans lequel on a beaucoup de mal à se retrouver. Et qui s'est complexifié en plus ces dernières années avec le développement de ce qu'on appelle, ce qu'on a nous, qui est une communauté de communes, c'est-à-dire des établissements de coopération intercommunale. Et une répartition du coup de la pression fiscale et des prélèvements fiscaux entre les communes, les régions et les départements comme on avait avant, mais aussi maintenant les collectivités constituées par ces EPCI, que sont les communautés de communes ou les communautés d'agglomération. Et donc l'idée, c'était de faire un petit point sur le type d'impôts auxquels nous sommes soumis, nous, sur le territoire du Figeacois, et de voir comment ils sont répartis entre communautés de communes, ce qu'on appelle le Grand Figeac, et la commune de Figeac, pour ce qui nous intéresse plus directement. Donc il y a d'abord, vu les caractéristiques de notre communauté de communes, il y a d'abord des impôts sur les entreprises, qui vont être prélevés, eux, au niveau de la communauté de communes. Avec, alors on a repris les principaux, le système de taxes est très complexe, il y a des éléments complémentaires, hein, pour certains, vous savez, il y a l'IFER, il y a des taxes qui s'ajoutent, mais qui sont marginales par rapport au total des prélèvements et sur lesquels on n'a pas la main. Pour les principaux impôts sur lesquels on va pouvoir intervenir et qui constituent une partie importante des ressources de nos collectivités, on va avoir donc les impôts sur les entreprises qui sont collectés intégralement par la communauté de communes.
et donc qui viennent financer le grand FIJAC. Donc les principaux impôts ici, c'est la contribution foncière des entreprises. Donc Simon en a parlé tout à l'heure. C'est ce qui a remplacé la taxe professionnelle qu'on appelle aujourd'hui la CET, dont une partie, c'est la contribution sur la valeur ajoutée, c'est rétrocédé à la communauté de communes, mais ce n'est pas elle qui la détermine. Et par contre, il y a une partie sur laquelle la communauté de communes a une marge de manœuvre, c'est la partie qu'on appelle la CFE, sur laquelle on va pouvoir déterminer le niveau des bases sur lesquelles on va calculer la pression fiscale et on va pouvoir déterminer le niveau des taux qu'on va appliquer dans des fourchettes qui sont encadrées, définies au niveau national. Donc la contribution sur la valeur ajoutée, c'est la partie qui revient à la communauté de communes, mais sur laquelle on n'a pas la main pour déterminer son niveau. Et on a aussi la TASCOM, pardon. C'est la taxe, j'ai un doute sur la suite, c'est pour ça que j'hésite là. C'est la taxe sur les activités commerciales, mais il me manque l'US. La taxe sur les activités de commerce, sur les grandes surfaces commerciales. Taxe sur les grandes surfaces commerciales. Et donc là aussi, en fait, c'est un taux qui est fixé par l'État, mais sur lequel on peut intervenir. En fait, la communauté de communes peut le majorer. Elle a le droit de le faire varier dans un intervalle qui est défini et qui va, sauf erreur de ma part, entre 0,8 et 1,2 de majoration du taux national. Donc pour donner une idée de ce qui a pu être fait sur le grand FIJAC ces dernières années, la TASCOM, le choix a été fait de majorer le taux au plus haut niveau possible, donc on perçoit le niveau de TASCOM maximal qui soit possible étant donné le nombre d'établissements qu'on a sur le territoire. Quant à la contribution foncière des entreprises, eh bien, les bases avaient été réévaluées très fortement en 2015. Et puis quelque chose qui n'était peut-être pas si surprenant que ça, mais on s'est aperçu que c'était très compliqué pour les petits artisans, les petits commerçants, et que ça induisait une pression très importante qui les mettait parfois dans des situations de rentabilité difficiles. Et donc cette année, bon 2019, c'était peut-être pas la meilleure année pour ça, mais en tout cas cette année, il a été décidé de revoir le calcul de ces bases, et elles ont été diminuées en particulier pour les tranches intermédiaires. Donc ceux qui ont des revenus d'activité, c'est calculé sur le chiffre d'affaires, ceux qui ont des revenus d'activité qui sont assez faibles. Ça reste un point important pour les entreprises. Et puis on a l'impôt sur les ménages, celui que vous connaissez tous très bien forcément. L'impôt sur les ménages qui va être réparti à l'intérieur de ce qu'on appelle le bloc communal. Le bloc communal, c'est la communauté de communes et la commune. Et donc on va avoir la taxe d'habitation, dont une partie est prélevée par la commune et une partie par la communauté de communes. Et donc ça veut dire que chacune peut appliquer un taux spécifique sur les bases qui constituent la base de la taxe d'habitation. Et pour donner un élément supplémentaire là, par rapport à ce qu'évoquait Simon tout à l'heure, donc vous savez tous que la taxe d'habitation va normalement disparaître pour au moins 80% de la population. Donc cette année c'est déjà une diminution de 65%. Sauf que forcément c'est une des recettes importantes pour les communes et les communautés de communes. Et donc il n'était pas possible de retirer cette recette. Donc l'État n'a pas encore dit exactement quel était le financement de substitution qui serait mis en place, mais en tout cas, pour le moment, s'est engagé à compenser intégralement la baisse des recettes liées au dégrèvement de taxes d'habitation. Donc a priori, ça ne change rien pour les recettes de la collectivité, ça change pour le contribuable qui doit gagner en pouvoir d'achat. Cela dit, par rapport à l'intérêt de la fiscalité, ça change quand même quelque chose pour les communes et les communautés de communes, parce que ça veut dire que du coup, on fixe le niveau des recettes, et que la commune et la communauté de communes perdent des marges de manœuvre. Elles ne peuvent plus faire varier ce taux, elles ne peuvent plus s'en servir comme d'un outil de politique pour leur territoire. Et ce qui s'est développé ces dernières années, c'est une substitution progressive de la part du financement de l'État par compensation de recettes fiscales qui seraient supprimées ou qui seraient plafonnées par des financements directs. Et donc ça veut dire que même si ça ne change pas le montant dans un premier temps, après il faut voir en termes d'ajustement sur la longue période, mais en tout cas ça enlève une part d'autonomie à la collectivité. Et donc c'est compliqué parce que l'outil, parce que l'impôt c'est quand même le premier outil pour mener une politique sur un territoire. Il y a la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc les deux taxes foncières qui là aussi sont prélevées aussi bien par la commune que par la communauté de communes et qui représentent, ben vous les avez vus récemment, hein, qui représentent un poids important pour les contribuables et dont on entend souvent dire qu'elles sont très élevées
sur la zone figeacoise. Donc on en discutera tout à l'heure. C'est en termes de montant, vous avez bien compris que l'idée c'est de voir aussi peut-être ce qu'on peut faire en face. On a la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc la TEOM, qui doit évoluer dans les prochaines années, je n'ai pas l'année exacte, pour passer à une taxe qui sera effectivement proportionnelle au niveau des déchets non recyclables qui peuvent être jetés. C'est une façon d'inciter à avoir un tri plus important, donc à diminuer ces déchets ménagers. Il y a la taxe d'aménagement, donc là aussi c'est ce qui était avant la taxe d'équipement, je crois que ça a changé en 2011. Donc la taxe d'aménagement, c'est quand vous construisez une nouvelle maison, que vous faites des aménagements, que vous faites des agrandissements par exemple. Cette taxe là aussi, c'est quelque chose qui permet de faire des choix en termes de politique pour les collectivités, puisqu'on peut décider d'instaurer ou pas cette taxe. Et après on peut décider aussi du montant, du niveau de cette taxe, du taux qu'on va mettre dessus. Et donc il y a des communes et des communautés de communes qui ont fait le choix de ne pas mettre en place de taxe d'aménagement. Figeac a une taxe d'aménagement. La communauté de communes a passé un espèce d'accord avec les communes du territoire pour que la taxe d'aménagement prélevée sur les zones économiques soit rétrocédée à la communauté de communes. Donc c'est quelque chose qui existe sur Figeac et sur le Grand Figeac, qui n'existe pas sur d'autres territoires. Donc on a de la marge de manœuvre là aussi. Et puis vous avez vu apparaître une nouvelle taxe cette année quand vous avez reçu vos feuilles d'imposition, c'est la taxe GEMAPI. Gestion des eaux, des milieux aquatiques et milieux aquatiques, prévention des inondations. Et donc c'est une nouvelle taxe à laquelle il est très difficile de s'opposer en termes environnementaux. Effectivement, on sait qu'on a de plus en plus d'incidents climatiques majeurs et on a vu ces derniers mois, ces dernières années, de nombreuses situations dans lesquelles on avait des problématiques d'inondation avec des conséquences graves pour la population. Donc effectivement, la GEMAPI, a priori, c'est quelque chose avec lequel on est forcément d'accord, sauf que quand vous l'avez vu apparaître, là, donc elle a été mise en place par l'État à partir de 2018, elle a été votée par le Grand Figeac, là aussi, c'est une marge de manœuvre dont on dispose, l'État la met en place, mais elle est facultative, donc on peut choisir de l'appliquer ou pas. Le Grand Figeac a décidé de l'appliquer à partir de 2019. Et c'est pour ça que vous l'avez vu apparaître cette année sur vos feuilles d'imposition. Et cette taxe, en fait, eh bien, contribue à financer tout ce qui a lieu, tout ce qui a trait à la gestion de l'eau et des inondations, bien évidemment, mais on le faisait déjà avant, même si les compétences n'étaient pas réparties de la même manière. Et là, dorénavant, il y a l'idée de faire participer, et de faire participer tout le monde au financement de ce type d'opération. Parce que quand je dis tout le monde, en fait, la GEMAPI, c'est un montant qu'on va voter, et qui va être réparti sur l'ensemble des impôts que je viens de lister au-dessus. Et donc, ça va contribuer à augmenter tous les impôts pour les ménages et les impôts pour les entreprises, puisque ça va être réparti sur l'ensemble des impôts qui préexistaient. Voilà, et enfin alors c'est pas complet, hein, l'idée c'était pas d'en faire une liste exhaustive, mais de se remettre en tête les principaux impôts auxquels on est confronté. Il y a aussi d'autres types de prélèvements, comme la taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures, qui là aussi est une taxe facultative qu'on peut décider de mettre en place ou pas, qui existe sur notre commune, et qui là aussi peut avoir un effet incitatif, hein, j'ai évoqué la TEOM tout à l'heure, mais c'est l'idée de réglementer, de réguler, de faire en sorte effectivement que la pollution visuelle soit bornée, soit limitée. Donc ça peut avoir de l'intérêt aussi en termes d'incitation à un comportement plus respectueux. On a la taxe de séjour qui est un impôt indirect et qui permet effectivement de faire contribuer les visiteurs que nous recevons sur notre territoire au financement d'équipements que l'on doit réaliser à travers la commune et la communauté de communes. Donc ça a du sens aussi de réfléchir sur une espèce de répartition que l'on pourrait faire du financement de ces équipements, des infrastructures et des services qui sont proposés à la fois à la population et aux visiteurs. Est-ce qu'il n'est pas logique, et on l'a sur notre territoire, est-ce qu'il n'est pas logique effectivement de faire contribuer aussi nos visiteurs? Voilà. Et donc voilà pour un petit topo sur les finances locales. Je ne sais pas en fait ce qu'il y a sur la dépôt d'après. Et donc la question que l'on posait tout à l'heure au niveau global, au niveau national, du consentement à l'impôt. Alors effectivement, c'est pas toujours clair de savoir exactement ce qu'on doit payer. On vient d'essayer de faire un petit topo pour se remettre les idées au clair.
Mais à partir de là, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que pour nous, ça a du sens de payer ce type d'impôt? J'ai essayé de dire là, dans la présentation qu'effectivement ça pouvait inciter à des comportements qu'on pouvait avoir envie de voir se développer. Ça pouvait être aménagé par la collectivité pour aller dans le sens de la politique qu'elle veut mettre en œuvre. Pour autant, c'est vrai que ce qu'on entend souvent dire, je pense qu'on est tous concernés de la même manière, c'est que la pression fiscale reste très forte, qu'il est parfois difficile de boucler les fins de mois, que cette fiscalité n'est pas toujours juste. Je suppose que vous avez tous en tête des comparaisons entre les différentes communes du territoire. Et donc la question du consentement à l'impôt, qu'est-ce qu'on est prêt à payer à la collectivité pour pouvoir disposer de biens publics, de biens collectifs et d'infrastructures et de services pour l'ensemble de la population, eh bien on peut se la poser aussi au niveau local. Et vous avez vu sur le graphique tout à l'heure des différents types d'impôts que la part de la fiscalité locale, même si c'est lentement, a tendance à augmenter sur ces 40 dernières années. Donc c'est une question qui se pose avec de plus en plus d'acuité. Ce qu'on va vous proposer, c'est maintenant un temps d'échange et de réflexion par table. Donc voilà, 5 minutes un peu individuelles, après 10 minutes pour mettre en commun et faire la synthèse. Alors celui-là, ça doit être des produits d'exploitation. Non, merci. Leclerc, atténuation de charge. Pour moi, atténuer, c'est diminuer. Je ne vois pas comment ça peut être là. Le vert, les deux importants, c'est... Nous avons le sentiment de faire un acte citoyen en payant des impôts, surtout quand on peut monter dans un bus gratuit ou qu'on peut mettre nos enfants gratuitement aux activités périscolaires, par exemple. Quant à savoir si c'est juste, si on participe de manière juste au financement de la collectivité, on a l'impression de manquer un peu d'expertise pour le dire. Mais en tout cas, on a parfois l'impression que autant on est content de payer des impôts quand on voit vraiment le résultat en termes de services publics, du coup, autant parfois on s'interroge sur le bien fondé de certains choix qui semblent être plutôt des caprices quand on voit que dans le budget d'investissement, il y a plus de 7% qui est consacré au rachat du Viguier du Roi, qui ne profitera ni aux Figeacois ni aux Grands Figeacs. Quand vous payez 100 € d'impôts, ici, un quart seulement va à la ville de Figeac. Les 3 quarts au ailleurs. Sur les impôts locaux. C'est ça. D'accord. Quand vous êtes tout seul, c'est plus intéressant d'habiter à Figeac parce que vous allez dépenser peu déjà en Belgique, ça va pas faire trop cher et en plus l'abonnement est pas cher. Alors que la Sorre, si vous êtes seul, ça revient à peu près. Si je le dis très rapidement et très schématiquement, est-ce qu'on paye des impôts pour les voitures ou est-ce qu'on paye des impôts pour les piétons? Le besoin, tel qu'il est exprimé, à 1 an d'intervalle, vous prenez le papier, c'est exactement le même besoin. Et hop, vous apercevez, parce qu'il y en a certains quand même qui regardent ce qui s'est dit 1 an auparavant, que le coût a été multiplié par 4. Non, mais halte à la manœuvre là. On a comparé cela avec les entreprises figeacoises qui recrutent. Et on s'est aperçu qu'il y avait un gros turnover aussi dans ces entreprises. On s'est aperçu aussi que dans les années 60-70, ça c'est une étude que fait le Grand Figeac, les gens faisaient 5,8 km de leur travail au lieu d'habitation. Aujourd'hui, ils font une moyenne de 78 km tous les jours. C'est-à-dire qu'ils viennent de loin. Et donc ça explique aussi que c'est des gens qui vont... Voilà. Voilà. Par contre, ça ne fait pas beaucoup de permis de construire supplémentaires sur la ville. Le seul moyen de
de générer du consentement à l'impôt, c'est d'expliquer pourquoi ces dépenses, et c'est un minimum de correction envers les citoyens que de faire ce travail d'explication et de communication. Donc on rejoint pas mal de points qui ont déjà été évoqués. Les gens pensent payer leurs impôts de manière justifiée lorsque ça sert à la collectivité, à l'aménagement du territoire, pour payer pour les services de santé, d'enseignement, école et écologie, pour un service public de proximité, exemple l'eau, quoi, qui est... Il nous reste 2 tables. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, et surtout sur l'acte citoyen, on est tous d'accord pour dire que c'est important de payer des impôts, de toute façon, si on veut avoir des services de l'autre côté. Mais après, bon, sur le choix de dépenses, le manque de communication, c'est ce qui a été cité auprès des habitants pour faire des choix budgétaires. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment sont utilisés nos impôts. Le choix d'imposition ne facilite pas l'acquisition. Ici, maintenant, les gens payent une taxe d'aménagement, alors que les gens qui font l'effort de rénover dans le centre-ville de Figeac, par exemple, ne bénéficient pas de ce qui se fait dans d'autres villes, dans d'autres lieux, d'exonération des 1 ou 2 années de taxes foncières, par exemple. C'est ce qu'on appelle la valeur locative brute, c'est-à-dire en fait la base sur laquelle le taux va être appliqué. Et donc là, vous voyez, pour une maison de 100 mètres carrés à Figeac, la base c'est 6 342. La taxe d'habitation et la taxe foncière, elles sont calculées, vous avez un taux et vous avez des bases. Les bases, c'est par exemple, souvent pour la taxe d'habitation ou la taxe foncière, c'est la valeur locative de votre logement. Et cette valeur locative, elles ont souvent été calculées dans les années 70. Donc c'est à combien on estime le loyer. Et en fonction de cette estimation, on le multiplie par le taux choisi par la mairie et ça donne le montant de la taxe foncière ou de la taxe d'habitation. Le problème, c'est que ces bases locatives ont été calculées à une époque, donc dans les années 70, où en fait, qui habitait dans quel quartier, ça a totalement changé depuis les années 70. C'est-à-dire que quand vous prenez le centre-ville de Figeac qui est dans les années 70 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Et si vous prenez les villes périphériques de Figeac, là, ça n'a encore plus rien à voir. Vous n'aviez aucun cadre moyen de ratier qui habitait dans les villes périphériques de Figeac. Tous les cadres moyens de la région étaient plutôt concentrés dans les villes. Donc ça fait que c'est ce qui explique que d'ailleurs les bases locatives, les valeurs locatives des logements dans Figeac sont beaucoup plus chères que ce qu'elles sont par exemple à Lissac et Maury. Par rapport aux dépenses, donc une meilleure maîtrise et une transparence des dépenses, parce que je trouve que, enfin, faut quand même savoir que c'est de l'argent public et je trouve que c'est hyper important de bien le gérer. La consultation des citoyens et échange au niveau des grandes dépenses et rendre des comptes, responsabilité des décideurs, on a marqué nous, sur le point des dépenses. Et puis aussi, entre Figeac et le Grand Figeac, est-ce qu'il n'y a pas des doublons d'emploi? Un manque de transparence aussi sur l'utilisation des emplois, doute sur l'efficacité. Le cinéma, quelqu'un a cité que sur Sarlat, il y avait 6 salles, dans une ville à peu près équivalente de Figeac, il y avait 6 salles de cinéma. Enfin, il y avait un complexe de 6 salles qui proposait un choix beaucoup plus tournant. Et on a évoqué aussi un peu le manque de transparence aussi sur l'utilisation des bureaux d'études, des questions là-dessus, sur les appels d'offres, sur les surfacturations, et puis on a parlé aussi des malfaçons à la station de pompage. Est-ce que ça a été non réglé au niveau contentieux ou pas, quoi? Franchement, ce serait un vrai risque à Figeac de rediscuter des valeurs locatives, puisque en vrai, ça voudrait dire baisser la manne financière à laquelle accède la ville. D'un point de vue citoyen, on se dit bah on paye trop. Du point de vue du dépensier, on se dit bah on peut permettre d'offrir des services à la ville. Encore faut-il qu'il soit bien dépensé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est là le risque en fait aussi à jouer avec ce genre. Le risque, mais on parlait tout à l'heure d'attractivité. Bien sûr. Ça peut, dans l'autre sens, être un facteur d'attractivité. Et si on a plus de personnes qui habitent avec des bases plus faibles, on a une masse fiscale qui est identique. Donc c'est un vrai sujet politique par contre. On a essentiellement parlé effectivement de la différence entre les communes un peu éloignées, où il pouvait y avoir un sentiment, comme dit madame, que ce qu'on payait en impôts, finalement on ne le recevait pas en service, parce que le service était trop loin, était à Figeac.
Ensuite, on a noté la très belle réalisation de la passerelle. Ce qui ressort, c'est les types de dépenses, effectivement. Le consentement à l'impôt, visiblement, vous avez tous été d'accord pour dire que c'est quelque chose qui nous paraît important. Mais après, ça dépend ce qu'on fait avec notre argent, je le mets entre guillemets. Et donc, vous avez tous pointé différemment le type de dépenses qui est réalisé, avec l'accent mis en particulier sur deux tables, là, sur la manière dont on peut interagir avec les choix et les arbitrages qui sont réalisés. Et donc, la place des citoyens sur ces choix collectifs, en fait. Et puis les deux autres éléments qui me paraissent importants, et qui recouvrent un petit peu tout ce qui a été dit, c'est en termes de communication d'information. Je crois qu'on a un bon exemple ce soir pour montrer que même si c'est des sujets compliqués, on l'a répété à plusieurs reprises, il y a quand même des choses que tout un chacun est capable de comprendre et sur lesquelles il peut se prononcer. Et donc c'est important qu'on ait accès à une information qui soit le plus, alors j'allais dire la plus accessible, accès à une information accessible, mais qui soit compréhensible par tout le monde, même si on n'a pas besoin d'avoir forcément tous les détails, mais qu'on ait des éléments sur le type d'arbitrage possible, réalisable. Et enfin, et surtout sur les deux dernières tables, je crois, la question de l'équité territoriale, qui est revenue aussi. Et à mon avis, on est très figeacois ce soir, cette question serait encore plus présente si effectivement il y avait une diversité d'origine géographique sur le grand Figeac plus importante autour de nos tables. Sur les impôts entreprises, parce qu'on a déjà relevé que ça dépendait des communautés communes.